Toute ma vie, j'ai toujours essayé de comprendre ce qui m'entoure et aller au-delà des apparences. Très tôt, j'ai compris que je n'arriverais jamais à comprendre les autres personnalités, mais que ce que je pouvais faire, c'est essayer de m'en rapprocher et d'entreapercevoir à travers, dans mon cas, la littérature, comment ces personnes, elles, perçoivent le monde et d'essayer de rapprocher leur monde et le mien à travers la littérature. Comment est-ce que tu as découvert que la littérature pouvait faire ce rapprochement entre toi et les autres? Ouvrir un livre, c'est ouvrir une porte sur un monde qui n'existe pas mais qui existe quand même. Et l'art du conteur, qu'il raconte de la fiction, qu'il écrive de la poésie, qu'il écrive du théâtre, pour moi c'est quelqu'un qui va écrire le faux, qui écrit des choses qui ne sont pas vraies, qui ne se sont pas produites, mais il le retranscrit avec de l'empathie et de l'humanité. Et c'est avoir ces fenêtres sur une situation qui me permettent de comprendre comment telle ou telle personne pourrait agir et comment moi je pourrais agir si j'étais dans la situation proposée. On parle de littérature en général, mais est-ce qu'il y a des textes en particulier qui t'ont attiré d'abord? Le texte le plus marquant que j'ai lu, ça s'appelle Scanner Darkly. C'est un roman de science-fiction des années 70. Et c'est l'histoire d'un policier qui travaille à la brigade des stupéfiants. Et on lui demande d'enquêter sur lui-même. C'est-à-dire que ses supérieurs ne savent pas qui il est. Et on lui demande d'enquêter sur Bob quelque chose, je ne me souviens plus de son nom. Et ce Bob, c'est lui. Et donc en fait, il faut qu'il mène une double vie entre le policier et l'homme, le drogué. Et ce roman que j'ai lu il y a longtemps maintenant, peut-être une quinzaine d'années, que à chaque fois que je le relis, je découvre des espèces de fragments, pas de vérité, mais vraiment d'empathie, en fait, de la dissociation entre ces deux personnalités et essayer de les comprendre les unes, les mettre en rapport les unes par rapport aux autres. Mais c'est aussi se comprendre soi-même et à comprendre les différentes personnalités. Par exemple, tu fais des entretiens, c'est une personnalité, mais tu as aussi d'autres facettes et on ne les met pas toujours en rapport les unes avec les autres. Et cet art-là est assez difficile, cette espèce de réunification des différentes personnalités. Je pense que les livres le font très bien. Quel genre de lecteur es-tu? Un très mauvais lecteur. Qu'est-ce que c'est qu'un très mauvais lecteur? Un très mauvais lecteur parce que j'ai toujours l'habitude de lire très vite. Je survole les pages parce que je veux savoir. Je suis trop impatient, je lis trop vite. Et ça m'oblige à aller relire plusieurs fois les pages pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je dis un mauvais lecteur, parce que parfois je lis un livre en quelques heures et je suis incapable de me remémorer avec exactitude les différentes trames scénaristiques. J'ai juste des espèces d'émotions brutes qui me reviennent en mémoire. C'est drôle en fait. Mais est-ce que c'est pas ça un bon lecteur? C'est-à-dire un lecteur qui relit? C'est aussi vrai. C'est vrai que tout le monde ne relit pas. C'est vrai, la relecture permet de réintégrer une deuxième fois une information qu'on a passée sous silence la première fois. Et c'est un art difficile, mais à la fin, oui, c'est sans doute ça, oui, la lecture. Un bon lecteur relit plusieurs fois. Est-ce que tu te souviens de la manière dont tu as commencé à être attiré par l'écriture? À la base, je faisais du jeu de rôle. Il y a un conteur et des personnages. Le conteur raconte une histoire, et à la différence du théâtre, les joueurs personnages ont toute liberté de faire ce qu'ils veulent dans l'histoire racontée par le conteur. C'est-à-dire, le conteur nous décrit une porte, qu'est-ce que le joueur fait, est-ce que le personnage qu'il incarne ouvre la porte ou s'en va. Et au début, je jouais toutes les semaines à faire du jeu de rôle. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'adore raconter des histoires, j'adore y participer, mais c'est quand même plus facile si je peux les écrire parce que les personnages, au moins, ils vont là où je veux. C'est-à-dire que cette liberté, elle est fondamentale dans le jeu de rôle, elle est absolument géniale, mais pour raconter une histoire, si on ne veut pas qu'elle parte à droite ou à gauche, il faut vraiment la structurer. Et donc c'est comme ça que j'ai apprécié à écrire et à jouer de moins en moins au jeu de rôle jusqu'à ne plus du tout jouer parce que c'est trop libre. Parce que les personnages n'en font qu'à leur tête. Parce que tu veux toute la liberté d'écrire. Je veux pouvoir dire un tel fait ceci et ne va pas faire cela. Parce que si je prépare bien les personnages, si je les ai bien réfléchis,
Ils ne vont pas faire une action et faire son contraire juste ensuite. C'est un des fondamentaux pour moi dans l'écriture. J'avais une autre idée, mais elle a disparu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue entre toi et les personnages de tes textes. Tu es le seul maître à bord. C'est ça, je pense que c'est peut-être une réminiscence du jeu de rôle. À savoir que ce qu'on appelle le maître de jeu, le conteur, il contrôle plus ou moins l'histoire. C'est ce que j'aime dans les personnages, c'est leur donner le cadre et les pousser à vivre leur vie, mais dans les lignes de l'histoire. Et parfois se faire surprendre aussi par les personnages. Que le personnage, au bout d'un moment, il acquiert sa propre substance, sa propre parole. Et le personnage va me dire, mais non, mais je vais pas faire ça. Je vais pas ouvrir la porte, je m'en vais et je vais m'acheter un café. Au début, pour moi, il n'y a aucun dialogue entre le personnage et moi-même. C'est de la matière brute. Et c'est à force d'écriture et de réécriture que je comprends comment le personnage fonctionne, quitte à jeter des dizaines de pages pour réétablir ce qui me semble être le vraisemblable. Si je veux que mes personnages, pour qu'ils me paraissent réels, il faut que, même dans la plus improbable des situations, ils demeurent Crédible. crédibles. Exactement. Quand tu lis comme un écrivain. Tu essaies de voir ce qui peut nourrir ta propre écriture. Toujours, heureusement et malheureusement. C'est-à-dire que j'analyse toujours un livre de A à Z. Je n'ai plus le plaisir de le lire, en tout cas, à nuancer. Étant donné que j'écris surtout de la nouvelle et de la prose, je passe au crible tout ce qui est écrit en prose, que ce soit roman ou nouvelle, je l'analyse de A à Z. Et je n'ai plus le plaisir de le lire. Enfin, j'ai beaucoup plus de mal à me laisser porter par l'histoire. À chaque fois que je lis ou que je regarde un film, je réfléchis à ce qu'on me dit et comment est-ce que moi je ferais ça différemment. Et pour avoir le plaisir de lecture maintenant, c'est plus avec la poésie, le théâtre ou la non-fiction, les essais, tout ce qui peut me nourrir pour que je le réintègre dans de la prose par la suite. De quoi as-tu besoin pour te mettre en état d'écriture ? J'ai besoin d'être en ordre avec mon corps. C'est quelque chose que je continue d'apprendre au jour le jour. En ce moment, je n'écris plus beaucoup parce que en fait, j'ai une sorte de petit rituel. Il faut que je range mon environnement avant de me mettre à l'écriture. Je n'arrive pas à écrire dans un environnement désordonné. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse presque table rase du bureau, de la table, peu importe l'endroit où je me mets à écrire. Parce que sinon, c'est brouillé. Je ne me sens pas dans un environnement propice. Si j'ai une pile de documents que j'ai reçus par la poste sur la table ou sur le bureau, il n'y a plus de différence entre le travail de l'écriture et la vie de tous les jours. Et donc il faut que je nettoie. Il faut mettre des limites pour te permettre de te concentrer sur ton histoire. Exactement. En fait, je mets des limites partout. C'est-à-dire que j'adore compartimentaliser. Je ne sais pas trop si ça se dit comme mot, mais tout ce qui est au travail reste au travail. Tout ce qui est dans l'écriture reste à l'écriture. En fait, à chaque espace, je dédie une fonction et je n'aime pas quand les espaces ou les fonctions sautent d'un endroit à l'autre. Et pourtant, c'est ce que tu cherches à faire sur le plan personnel, c'est-à-dire de relier toutes les facettes de ta personne. C'est très paradoxal, effectivement. C'est sans doute ce qui me permet de relier les différentes facettes, de comprendre comment je comprends le monde, c'est en l'écrivant. Et c'est peut-être parce que je le compartimentalise qu'après je parviens à le réunir. C'est peut-être la manière dont je fonctionne. Je dois avouer que je ne suis pas certain de savoir comment moi-même je fonctionne encore. Inspiration, est-ce que c'est un mot qui te parle ? Une journée qui ne se passe rien, une journée qui ne m'inspire pas, entre guillemets, parce que il n'y aura eu aucun chaos, aucun événement pour nourrir l'inspiration par la suite. L'inspiration naît du chaos, c'est ça ? Ce chaos qui nous arrive au jour le jour, le remodeler pour ensuite en faire un espèce de carburant, du carburant à inspiration. Est-ce que l'écriture est une sorte de conversation que tu as avec toi-même ? Est-ce qu'on pourrait dire les choses comme ça ? Oui, c'est-à-dire que l'écriture, d'une part, premièrement, c'est une manière de me dire comment est-ce que moi, j'agirais dans telle ou telle situation. C'est comment confronter mes idées
comment confronter ce que je... pas forcément confronter, mais comment réfléchir sur ce que je vois au jour le jour. Et j'avais des idées, mais elles sont parties. Qu'est-ce que ça dit, ça, de ta manière de travailler? J'ai beaucoup d'idées, je les note jamais. Je suis assez brouillon dans mon écriture, et c'est... même dans comment se préparer à écrire, et j'essaye de m'ordonner. C'est difficile, je n'aime pas. J'aime pas essayer de mettre des points sur les i, mais c'est nécessaire en fait, parce que sinon ça part dans tous les sens, c'est un amas informe. C'est un travail constant, que je le vois parce que ça fait plusieurs années que j'écris. Le brouillon, il est toujours là, mais au fur et à mesure, j'apprends à mettre en page le brouillon. C'est-à-dire à ne pas se laisser tenter par la moindre idée qui me traverse l'esprit. Ça me fait repenser au jeu de rôle, où si je veux ouvrir la porte, je l'ouvre, si je ne veux pas l'ouvrir, je ne l'ouvre pas. C'était pour moi un jeu très impulsif, où on peut faire ce qu'on veut, et que ça m'a tellement imprégné dans la manière dont j'écris qu'il faut que je me débarrasse de ces mauvaises manies pour avoir une histoire qui fonctionne. En fin de compte, le but de raconter une histoire, c'est pas seulement de raconter qu'il y avait un château, un dragon et une princesse et un chevalier. Enfin, c'est pas le moteur de l'histoire. Le moteur de l'histoire, c'est ce qui se passe par la fenêtre. Là, on est à New York, donc qu'est-ce qui se passe sur le trottoir, sur le Washington Square, à Central Park. Le moteur, c'est de faire passer des histoires comme une éponge qui absorbe des moments de vie qui sont pas forcément les miens, et de les transmettre à d'autres personnes, qui sont les lecteurs. Ma question, c'était, est-ce que ton écriture, c'est une continuation de ta propre conversation intérieure? Probablement, parce que donc, ma conversation est partie d'un point A à un point Z, juste à présent. Oui, c'est apprendre à ponctuer la conversation, apprendre à mettre des pauses, et apprendre à se taire parfois, apprendre à tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant d'écrire. C'est vrai, c'est un processus de digestion. Tu dis tourner cette fois la langue dans sa bouche avant d'écrire. Est-ce que tu as besoin de gueuler ton texte, de le dire à haute voix? Chaque phrase que j'écris, je la répète à voix haute jusqu'à ce qu'elle sonne bien à mes oreilles. Ça me fait penser à... Je crois que c'est Flaubert qui était dans son gueuloir. Le gueuloir, ouais. Et bon, j'ose pas me comparer à Flaubert, mais dans la pratique, c'est plus ou moins la même chose. Jeter la phrase jusqu'à ce qu'elle me paraisse retranscrire ce que j'ai dans la tête. Tant que ce que j'imagine n'aura pas été retranscrit à la virgule près, il faut que je me répète la phrase. Comment est-ce que tu avances dans l'écriture? Est-ce que tu as un plan prédéfini? Comment ça se passe? C'est très différent en fonction du format que je choisis. J'ai surtout écrit des nouvelles, et pour les nouvelles, je me suis beaucoup inspiré encore une fois du jeu de rôle, c'est-à-dire avoir un point de départ, un point médian et un point final. Et comme les personnages dans le jeu de rôle, ils ont cette liberté de faire ce qu'ils veulent, j'ai toujours laissé à mes personnages la liberté d'aller plus ou moins faire ce qu'ils veulent, et ça fonctionne très bien pour moi, ça fonctionne très bien dans une nouvelle parce que c'est un format court, et j'ai essayé au cours des dernières années d'appliquer ça au roman, et ça ne fonctionne absolument pas du tout. Je l'ai appris dans la douleur, c'est-à-dire que le roman, je ne peux pas me contenter de mettre 3 lignes de scénario et 2 personnages, ça fonctionne pas. Je peux écrire 50 pages et au bout d'un moment, il n'y a pas d'histoire, donc c'est du dialogue qui tourne en boucle. Et en ce moment, j'apprends, je me force à écrire juste du scénario. Seulement du scénario, et de tester les idées, c'est totalement nouveau. J'apprends tous les jours, petit à petit, à comment mieux raconter une histoire, et c'est fabuleux. Justement, quel genre d'expérience tu aimerais idéalement offrir aux lecteurs qui vont lire tes textes? J'aimerais offrir ma propre expérience de lecture à mes lecteurs. C'est-à-dire, il y a un gros roman que j'adore qui s'appelle Le pont sur la Drina de Ivo Andrić, qui est un écrivain yougoslave. C'est un roman très inspiré des Mille et une nuits, c'est-à-dire c'est un roman à tiroir qui décrit l'histoire de 2 villes qui sont sur les berges de la Drina, qui est un fleuve, je ne sais plus quel pays, si c'est la Bosnie ou la Croatie, et on a des
peut-être pas des centaines, mais des myriades, des dizaines d'histoires qui fleurissent au fil des années sur les berges de cette rivière. Et quand j'ai lu ce livre, ça foisonne d'expériences différentes, ça foisonne de personnes. C'est même plus des personnages, c'est des personnes. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre à mon tour, c'est d'apprendre à écrire pour, à mon tour, redonner ce qui m'a été donné. J'ai reçu ce cadeau de lecture. J'aimerais pouvoir rendre l'appareil à d'autres lecteurs. Donc au fond, continuer par l'écriture ton expérience de lecture. J'avais jamais pensé à l'écriture de cette manière, mais je n'écris que ce que j'aimerais lire. Ça ne m'intéresse pas d'écrire du théâtre parce que je n'ai pas cette pratique de lire du théâtre. C'est comme une pyramide ou une montagne ou une colline à laquelle on peut mettre sa petite pierre et contribuer à raconter les choses différemment, mais dans une même veine. Participer à une tradition de conteurs qui est immémoriale. Les gens racontent des histoires depuis des milliers d'années, raconteront pour des milliers d'années. C'est ce que je sais le mieux faire. Je vais sortir de la pièce. S'il te plaît, garde le micro et ajoute ce que tu veux à cet entretien. C'est assez étrange parce que avant cet entretien, j'ai écouté d'autres entretiens de Sounds Like Portraits et à chaque fois cette question revient. Ou c'est pas vraiment une question, une proposition d'ajouter quelque chose. Et à chaque fois je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? S'il y a une seule chose que je pourrais ajouter sur comment créer, comment raconter une histoire, ce serait de ne jamais perdre de point de vue l'humain. Comment être respectueux, comment ne pas oublier que je m'adresse à un être humain et pas un clavier, pas une machine, pas un écran. Voilà.